Alors, bonjour tout le monde. Je me représente Étienne Roy du Service national d'information à distance. Je suis accompagné de Dominique, de Yvon et de Marie-Claire, et aussi Gustavo, qui n'est pas là, mais qui est notre programmeur. Ensemble, les quatre, aujourd'hui, nous sommes l'équipe pédagogique du récit de la formation à distance. Aujourd'hui, notre atelier va porter sur un sujet qu'on travaille depuis de 13 à 14 mois, qui nous était venu comme idée au début de l'an passé. Les enseignants avaient passé le début de la pandémie, étaient beaucoup centrés sur la technique et en septembre, pas qui vient d'arriver, l'autre avant, ils commençaient à avoir des préoccupations beaucoup plus pédagogiques. Donc, nous est venue l'idée de faire 13 fiches qu'on appelait à ce moment-là, qui allaient porter sur différents sujets, amener des approches gagnantes aux enseignants, des stratégies. Et ce projet-là a évolué pour être des infographies et maintenant des micro-formations. Et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui, là, le fruit de ce travail-là qui devrait répondre à vos besoins. Nos micro-formations ou infographies sont séparées en différents sujets. Donc, on a certaines infographies, certaines micro-formations qui vont porter sur l'évaluation, sur la planification, sur l'organisation, sur les besoins particuliers des élèves, la famille et les relations entre les individus dans un programme de formation à distance. On peut aussi classer ces infographies-là ou ces formations-là selon les fonctions tutorales. Les fonctions tutorales, c'est un modèle qui permet d'organiser la formation à distance. Donc, on a des micro-formations ou des infographies qui vont porter sur la fonction d'accueil et d'orientation, sur le côté organisationnel d'une formation à distance, sur la fonction pédagogique, la fonction relationnelle et la fonction évaluative. Les micro-formations, on en a 3 qui sont prêtes présentement sur les 13. Les infographies sont pas mal toutes prêtes, mais on est en train de les faire évoluer en micro-formation d'une durée de 45 à 60 minutes qu'un enseignant va pouvoir suivre, ou un conseiller pédagogique ou n'importe qui veut se former à la formation à distance. Donc, on a la première qui s'appelle Asynchrone et ses variantes. La seconde qui est prête, qui porte sur la rétroaction, et la troisième qui porte sur la visioconférence. Les autres vont suivre là, en cours d'année. Je passe la parole à Dominique qui va nous parler maintenant du modèle qu'on a choisi pour présenter nos micro-formations. En activant mon micro, ça va mieux aller. Bonjour, groupe. Puis, tiens, question de divertir mes co-animateurs. J'ai changé d'idée à la dernière minute. Je vais vous présenter succinctement. Le but, c'était de vous présenter une des micro-formations. Plutôt que de vous présenter celle avec laquelle on va travailler dans quelques secondes, j'ai choisi de vous présenter celle portant sur la rétroaction. Elles sont toutes relativement faites sur le même modèle, on pourrait dire. Puis là, je suis à la page d'accueil de cette micro-formation-là qui s'appelle Rétroaction. Je me fais présenter les sections qui vont toutes demeurer accessibles en permanence à l'aide du menu horizontal en haut. Mais bon, c'est que sur la page d'accueil qu'on les voit en gros. Admettons que je vais voir la page de résumé. Chacune de nos micro-formations offre un résumé présentant l'intention, la présentation, un rappel succinct là, pour avoir une idée globale. Il y a 26 minutes d'activité interactive, 40 minutes d'entrevue, une infographie, etc. Je poursuis donc. Le cœur de chacune de nos micro-formations, c'est clair que ce sont toujours les apprentissages. Il y a plus ou moins plusieurs activités d'apprentissage. Le nombre varie, les concepts varient en fonction du titre de la micro-formation, c'est sûr. Puis, dans chacun des cas, ce qui ne change pas, c'est qu'on a toujours beaucoup de rétroactions qui vous sont offertes pour vous permettre d'acquérir les connaissances, de maîtriser les concepts qu'on vous présente. C'est beaucoup à l'aide des rétroactions que vous obtiendrez que ça va être plus intéressant pour vous, à notre avis. Comme j'ai dit tantôt, il y a toujours l'infographie pour chacune des micro-formations qui est aussi offerte, que vous pouvez télécharger au format PDF aussi. Dans ce cas-ci, ce n'est pas toujours le cas pour chacune des micro-formations, mais dans ce cas-ci, il y avait des entrevues qui sont offertes. Des fois, c'est des témoignages d'enseignants. Puis souvent, il y a une activité de rétroaction, de réinvestissement qui vous est offerte aussi, en plus de pouvoir acquérir un badge, parce que tout ça, ça réside chez Campus Récit. Alors ça, c'est un tour succinct d'une de nos micro-formations. Elles seront toutes relativement faites sur le même modèle. Si je reviens à...
Donc, ça, c'est ce que nous avons présenté. Alors maintenant, Étienne va nous parler du contexte d'utilisation pédagogique. Donc, au lieu de vous passer une série, les micro-formations d'après l'autre, à tour de rôle, pour vous présenter ça de façon magistrale, on s'est dit qu'on allait les mettre en contexte et vous demander d'aller en voir une, comment elle est faite, et de vous faire une idée par vous autres même de comment est-ce qu'on peut utiliser ces micro-formations-là. Donc, je vous présente le contexte qu'on a choisi. Supposons que vous êtes une direction d'école, dans une école où votre direction vous demande de travailler en CAP si vous êtes des enseignants, si vous êtes un conseiller pédagogique, vous avez accompagné une école qui va travailler en CAP, parce que cette école-là sont en train de mettre en place un projet pilote où des élèves seraient en alternance, stage, études là, dans l'école. La direction se sentait un petit peu à la limite de sa compétence quand il arrivait les technologies à choisir. Alors, comment est-ce qu'on va structurer la formation à distance? Donc, elle a demandé à son conseiller Récit de lui proposer quelque chose. Le conseiller Récit lui a proposé d'aller voir la fiche. Peux-tu changer de diapositive, s'il te plaît, Dominique? La fiche qui porte sur le synchrone et l'asynchrone et d'aller voir l'activité par particularité de ces deux modes et quel mode pour qui, deux modes, quelle variante. Et par la suite, les gens dans cette école-là échangeraient là-dessus pour se faire une idée quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place quand on a alterné entre la classe et la distance, quand j'ai des élèves qui sont à distance ou en classe, en alternance ou en même temps. Donc, un peu qui pourrait être en comodal. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on vous demande de vous plonger. Ça pourrait être un autre contexte. C'est juste pour se donner une idée pourquoi est-ce qu'on utiliserait les fiches. Pour aller voir les fiches, là, ici, ce que je vous dis, on est plus d'une centaine de personnes. Si vous n'arrivez pas à avoir accès à la micro-formation, c'est pas grave, on va la faire en même temps que vous, mais on vous demanderait d'y aller. Donc, vous allez aller sur le site Campus Récit. Donc, l'adresse est en bas ici, donc campusrécit.qc.ca. Vous allez vous connecter en utilisant votre adresse Microsoft. Une fois connecté, vous allez aller dans la liste des auto-formations et vous allez choisir la catégorie formation à distance. Et une fois rendu là, vous allez cliquer sur la micro-formation synchrone, asynchrone et ses variantes. Et une fois que ça sera fait, on va vous demander d'aller voir les trois activités qui ont été nommées tout à l'heure. Dominique va faire l'opération avec vous. Naturellement, si ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir suivre à l'écran. On ne pourra pas, au nombre de personnes qu'on a présentement, vous dépanner un à la fois. Mais si vous êtes capable de le faire par vous autres même, ça va être une expérience plus riche si vous êtes capable d'aller sur le site et de le faire. Donc, Dominique se déconnecte comme s'il arrivait. Il va aller cliquer sur le bouton connexion. Il va cliquer sur la connexion via l'instance Microsoft. Il était déjà connecté Microsoft, donc ça se connecte tout seul, mais normalement, vous auriez pu entrer votre nom d'usager et mot de passe pour connecter Microsoft. Il va aller cliquer sur Auto-formation dans le haut de la page. Il va aller dans la catégorie Formation à distance. Et micro-formation, synchrone, asynchrone et ses variantes. Il va cliquer sur le bouton M'inscrire. Et par la suite, on va aller au bas de la page, accéder à la micro-formation, vous allez y être. Donc, c'est un processus un peu long, mais qui va vous permettre d'accéder à la micro-formation. Cette micro-formation-là va prendre 45 minutes à 1 heure à faire. On se donne 8 minutes pour faire les 3 premières activités. Donc, on vous laisse regarder ça. Dominique va les faire au fur et à mesure avec vous. Donc, on va regarder ça aller. On vous laisse aller pendant 8 minutes. Et la raison pour laquelle je vais le faire de façon muette, là, pour ne pas déranger les autres, pour que ça fonctionne, c'est que si vous êtes outre-mer, si vous n'êtes pas en Amérique du Nord, je crois, même si vous tentez l'authentification Microsoft ou Google, ça ne va pas vous permettre d'accéder au serveur qui, pour des mesures de sécurité, ne permet pas des connexions outre-mer. Alors, je vais le faire. Moi, ce que Étienne nous a proposé de faire pendant les 5-6 prochaines minutes, je vais défiler les uns à la suite des autres, les activités, les exercices, en laissant suffisamment de temps pour que vous puissiez voir les rétroactions. Donc, c'est parti.
Présentement, je répète, présentement, c'est une démonstration visuelle pour laisser les gens qui font la formation, qui explorent par eux-mêmes la formation se faire. Donc, on va en a encore pour peut-être 1 ou 2 minutes le temps de faire le tour. Puis on va revenir avec quelque chose de plus animé là, sous peu. Donc, pendant la dernière minute, je vous inviterai peut-être à mettre vos commentaires sur ce que vous avez vu de la microformation. Comment vous trouvez ça à première vue? Vous pouvez écrire ça dans le clavardage, s'il vous plaît. Donc, c'est agréable de vous lire dans le clavardage. Présentement, on a des commentaires très positifs sur ce que vous avez vu. Donc, les gens semblent apprécier le fait que ça soit simple, clair. On va à l'essentiel tout de suite, on ne tourne pas autour du pot. Donc, le fait que les formations soient basées sur la rétroaction semble être apprécié aussi. J'essaie de fermer ce que vous entendez en arrière-plan. J'ai essayé de vous montrer quelques rétroactions suite à des réponses négatives. Je me suis forcé pour faire des erreurs le plus possible pour que vous voyez, mais même quand il y a des réponses positives, notre rétroaction, c'était pas juste bravo, on a essayé de donner des justifications pour, encore une fois, ancrer plus profondément là, les concepts, puis aider les gens à comprendre par des exemples, par des explications, des contre-exemples, etc. Donc, c'est le cas et ça sera le cas dans toutes les autres micro-formations aussi. Dominique, on a quelqu'un dans le clavardage qui a dit visuel attrayant. Par contre, certaines questions, pour moi, peuvent avoir les deux possibilités de réponse. Tout à fait. C'est pas coupé au couteau. Alors, il y a à quelques occasions, c'est pas des réponses uniques. Selon certains critères, on pourrait dire que c'est plus d'un côté que la réponse devrait aller, alors que selon d'autres critères, dépendamment de si on donne plus d'importance à quelque chose ou à certains critères ou à d'autres, là, des fois, c'est sûr que c'est pas coupé au couteau. Là. Fait que ça se pourrait que dans certains cas, il y a de l'interprétation qui rentre un petit peu en jeu. On a essayé de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Puis on a aussi Nathalie qui nous dit que les explications sont peut-être un peu longues, c'est-à-dire probablement les rétroactions qui suivent le questionnement. Donc, des fois, oui, on doit prendre un peu le temps de lire pour bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur là, de ces micro-formations-là, de ce questionnement-là. Très intéressant comme commentaire. Puis justement, on a offert des longueurs sous forme de rétroaction en se disant que les apprenants qui veulent faire ça plus vite, c'est très peu gênant que de sauter les rétroactions puis d'avancer très, très rapidement. C'est pas aussi difficile dans ce contexte-là que d'offrir un super long texte, par exemple. Puis là, tout le monde, ça lui tente même pas d'embarquer dans la game parce que c'est long d'entrée de jeu puis ça a l'air trop long d'entrée de jeu. Alors que d'offrir des longueurs puis des détails aux besoins à ceux qui en veulent sous forme de rétroaction, on a trouvé que c'est une façon quand même assez intéressante de ne pas perdre des apprenants qui veulent pas y consacrer trop de temps puis trop d'énergie. Fait que là, surfer par-dessus les rétroactions, c'est très facile.
On a encore des beaux messages, puis il faut ajouter aussi que dans une conformation, là, vous en avez vu une, vous avez répondu à quelques questions. Il y a aussi pas juste des questions, des fois on a des cartes à retourner, on a des petites activités interactives à réaliser, mais on a vraiment misé sur la rétroaction pour que vous puissiez faire vos apprentissages. Est-ce qu'en voyant le temps qu'il nous reste, en fait, non. Vous avez accès, je fais peut-être juste un petit rappel. On vous a montré le chemin. Vous êtes, là, je suis avec mon compte en tant qu'élève. Je vais revenir avec mon compte que je vois toutes les micro-formations. Désolé, j'amène ça ici. Donc, vous êtes passé par Campus Récit. Je prends juste quelques secondes pour vous dire que la microformation 1, c'est la plus simple, c'est le début, le mode synchrone, asynchrone et ses 4 variantes. Sachez que juste à côté, vous allez retrouver la microformation 6 et la microformation 7. Vous pourrez les explorer évidemment sans vous gêner. Je pense à ce moment-ci, on est rendu à vous faire voter. Ça se peut-tu? Oui, c'est à mon tour, Dominique. Oui, vas-y donc. Dans le vote. Donc là, maintenant qu'on a vu on a vu un peu à quoi ça pourrait ressembler, les micro-formations, on va vous parler des infographies qui sont déjà disponibles. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, puis qu'on en a quand même 13, on en a présenté une dans le fond avec le suivi avec Dominique, mais on a pensé vous faire voter. On voudrait savoir quels sont les choix que vous aimeriez faire sur 2 de ces 13 micro-formations-là, 2 de ces 13 infographies, parce que là, on va aller vers les infographies. Vous avez la liste devant les yeux et on vous laisse choisir. Donc, on vous envoie dans le petit ou clap. On va vous mettre le lien. Ça ne sera pas long. Je vais vous placer ça dans la discussion. Puis, vous allez pouvoir aller voter. Alors, faire le choix de 2 des 13, merci Dominique, faire le choix de 2 des 13 formations, des 13 infographies. Alors, je vous envoie ça tout de suite dans le chat, puis on va pouvoir regarder quels sont vos choix. Et nous, bien, on va vous présenter ça d'après les choix que vous aurez faits. Oh, pédagogie inclusive, rétroaction, wow, je me doutais. Je m'en doutais certainement. On parle d'évaluation aussi, des stratégies d'enseignement qui prennent la place un peu. L'évaluation à distance, oui. Les stratégies d'enseignement, voilà. On se positionne là vraiment sur 4 fiches qu'on pourra regarder ensemble dans quelques instants. Donc, on va regarder surtout les infographies parce que là, pour certaines, ce n'est pas encore prêt, là, comme le disait Dominique, mais ça s'en vient très bien. Donc, c'est pas rien, Marie-Claude. Les infographies, là, je veux dire, c'est là où on a déjà tout campé les sujets, les concepts. Puis juste en regardant les infographies, il y a certains apprenants qui ne voudront peut-être pas consacrer de temps à faire la microformation, mais juste l'infographie en tant que telle, c'est là que le travail le plus colossal a été fait. Puis ça a été fait pour l'ensemble des sujets. Là. Donc, il y en a 13. Puis avant qu'on les présente. On a une question qui demande si les infographies peuvent être partagées aux enseignants. Oui, elles sont faites pour être partagées aux enseignants. Tout est sous licence Creative Commons, en fait. Là. Autant les infographies que les micro-formations. Donc, Dominique, c'est toi qui vas avoir la lourde tâche de me dire quelle infographie on devra présenter, mais je pense que là, il y a pas mal l'évaluation, la rétroaction, les stratégies d'enseignement. Alors, allons-y avec la plus populaire, l'évaluation. Ça aurait été facile à deviner. Puis sûrement qu'on aura le temps de voir l'infographie des stratégies d'enseignement puis des rétroactions par la suite. Donc tu nous présentes ça, puis je vais m'occuper de vous faire le tour du propriétaire. Alors, on va faire le tour. Là, je ne les vois pas pour l'instant. OK. L'évaluation, là, je me promène. Dominique va se placer pour l'évaluation, donc qui est la formation 10. Ça, c'est les suivis. Formation 10. On est arrivé. Alors, l'évaluation des apprentissages, on sait très bien qu'à distance, c'est un défi supplémentaire. Si vous avez été là dans les autres ateliers qui ont été présentés par Fadio, on en a parlé ce matin de l'évaluation. Nous autres, on essaie de trouver des pistes de solutions qui vont impliquer majoritairement ce qu'on appelle la triangulation des traces d'apprentissage. Puis ça va être l'occasion de revoir votre conception de l'évaluation aussi, de voir et de revenir à la base qui est le processus d'apprentissage d'évaluation. Donc, on peut tourner, Dominique, on va aller à la prochaine. Donc, on vous a parlé tout à l'heure de triangulation.
on a la triangulation des traces qui sont visibles. Et pourquoi on mise sur la triangulation quand on est à distance? C'est parce qu'on peut avoir des observations, des conversations, des productions. On sait très bien que si notre élève est à distance, il nous présente seulement des productions. On n'est pas certain de qui va l'avoir fait. Alors, il faut planifier qu'on va aussi rencontrer les élèves pour avoir soit un questionnement verbal ou un entretien structuré avec lui. On pourrait aller chercher aussi d'autres observations à travers les travaux qu'il a fait pendant l'année. Donc, à ce moment-là, on ne se retrouve pas seulement avec un examen de fin d'année où on va avoir où on peut avoir, par exemple, des élèves qui pourraient avoir la possibilité de tricher. Que ce soit au niveau des plus jeunes, quand les parents sont derrière, ou au niveau des plus vieux qui se trouvent bien des solutions pour pouvoir faire ça. Mais en triangulant les apprentissages, on est assuré qu'on va pouvoir retrouver des traces visibles. On va vous montrer aussi quand et comment faire ces observations-là, les conversations et les productions. On va tourner, Dominique, si on va avoir le temps d'en faire quelques-unes. Donc, on a passé une page, je pense. Ça va bien, notre affaire. OK, on vous a parlé tantôt qu'on s'en allait directement vers le processus d'évaluation. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a repris ce processus-là. On a repris les valeurs qu'on a ici au Québec concernant la justice, l'égalité, l'équité. Pourquoi on évalue? On le sait très bien. L'aide à l'apprentissage, la reconnaissance des compétences. On va parler de planification, tout ce qu'on a à planifier, quand est-ce qu'on va le planifier, quand est-ce que ça va se passer, la collecte et l'interprétation, le jugement. Je trouve ça très intéressant parce qu'on est allé dire dans notre jugement, nous autres, que c'est important que la décision ne venait pas seulement de l'enseignant, mais des apprenants. Alors, plus on va, plus on relie l'apprenant à ses apprentissages pour qu'il puisse démontrer ses compétences et se sentir un peu plus engagé dans sa formation. On a aussi, à la droite, on vous a donné des exemples de planification, de collecte et d'interprétation, de jugement. Par exemple, au niveau du jugement, on pourrait utiliser l'auto-évaluation, la co-évaluation, utiliser des évaluations auto-corrigées. Alors, quand on est à distance, c'est vraiment un must là, de pouvoir utiliser ces évaluations-là qui vont être auto-corrigées. Alors, vous pourrez prendre connaissance là, de l'ensemble des informations qui sont dans notre infographie. On revient avec notre triangulation, qui est vraiment la triangulation des traces d'apprentissage, comme on disait au début. Puis à la fin, quand on parle d'évaluation en ligne, on s'en vient vers la fin parce que celle-là, l'évaluation, c'est la plus longue. Alors, pourquoi penser l'évaluation autrement? On a utilisé un système qui s'appelle COTE, C-O-T-E. Ce système-là, le C représente la confiance de l'apprenant, le O, l'optimisme, le T, la ténacité, le E, l'enthousiasme. Et ce qu'on veut, à travers ça, c'est revoir comment on peut aider les élèves à avoir confiance, à être optimistes, à avoir de la ténacité et de l'enthousiasme quand ils sont en évaluation. Et tout ça, ce code-là, permet de réduire la pression puis de favoriser la réussite. Puis quand on parle de réduire la pression, là, c'est la pression que les élèves, on va prendre exemple, les élèves de 5e secondaire qui s'en vont au cégep l'an prochain. Donc, ces élèves-là, là, ils vont avoir beaucoup de pression quand il arrive le moment de faire l'évaluation, surtout si elle est en ligne, parce que dans leur tête, c'est « moi, je veux aller à tel cégep ou à tel endroit ». Donc, avec ce système-là qui s'appelle COTE, ça nous permet de considérer des éléments pour aider les élèves dans leurs apprentissages et surtout au niveau de l'évaluation. Et vous allez voir en lisant ça, là, ça va vraiment allumer quelques lumières. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant, ce système-là. Et on passe à la dernière page parce qu'on ne peut pas parler d'évaluation numérique sans parler de traces authentiques et valides. On en a parlé un petit peu tantôt dans la triangulation, mais on sait très bien que ça peut prévenir et détecter la tricherie. Alors, vous donnez des trucs pour prévenir et détecter. L'anti-tricherie, par exemple, la navigation limitée, l'ordre aléatoire des questions, historique de version, outils de détection de plagiat. De l'autre côté, dans l'optimisation des tests, moins de questions, des questions qui sont supérieures, avec une pensée supérieure où on va avoir plus d'informations à donner que de répondre à des questions à choix multiples, par exemple. On a aussi connaître chacun de nos apprenants. En bas à gauche, Dominique. Alors, quand on cible les apprentissages,
ça nous permet d'aller connaître nos apprenants. Si on ne connaît pas nos apprenants, c'est difficile pour nous de porter un jugement, de s'assurer que c'est vraiment cet élève-là qui a fait le travail demandé. Alors, quand on les connaît bien, on est capable de le faire. Je me souviens, moi, j'enseignais en première année et lors d'un examen de fin d'année, j'avais donné les notes aux élèves avant l'examen parce que je savais très bien ce que chacun des élèves valait. Donc, je pense que c'est important encore plus à distance, de bien connaître nos apprenants. Ensuite, développer la culture d'évaluation, ça se fait tout au long des apprentissages. Donc, l'évaluation en aide à l'apprentissage nous permet de développer cette culture d'évaluation-là. Alors là, on a fait le tour de l'infographie sur l'évaluation, votre première demande spéciale. On y va avec la deuxième demande spéciale, Dominique? C'était la 4, c'est-à-dire les stratégies d'enseignement. Ah oui, les stratégies d'enseignement. Et celle-là, je l'adore parce qu'on va avoir du plaisir à la regarder. Pourquoi on a du plaisir à regarder celle-là? Parce qu'à la fin, on a mis en place un système pour nous permettre de faire des choix de stratégie. On les passe dans notre système, puis là, on a une réponse avec qu'est-ce qu'on peut faire avec cette stratégie-là, soit en synchrone, en asynchrone, ou dans d'autres modes. Alors, les stratégies en contexte d'alternance ou de comodalité, on parle de macro-stratégies, par exemple, comme l'apprentissage coopératif, l'enseignement explicite. On a aussi nos petites micro-stratégies qu'on va aller passer dans notre machine à la fin de la présentation de cette infographie-là. Et par exemple, dans les micro-stratégies, on a la classe inversée. On en a parlé aujourd'hui encore dans les ateliers, ceux qui les ont vus. Et là, bien, on vous donne des exemples de synchrone animé, de synchrone autonome, d'asynchrone autonome et de hors connexion. Nous autres, là, c'est nos 4 modèles de mode synchrone ou asynchrone ou hors connexion qu'on a placés dans notre formation. Puis ça revient de temps en temps quand vous allez aller voir les fiches, là, surtout à partir de la fiche numéro 1, là, on a utilisé ces modèles-là. Ensuite, on revient avec la planification des stratégies en contexte comodal. Alors, on vous donne des exemples pour le synchrone animé, autonome, hors connexion, puis synchrone autonome aussi. Et on vous parle de rotation, ce qu'on appelle le flip-flop, ce qui nous permet, avec les enfants et avec les apprenants, qui sont en présence, à distance, ou les deux, ou de voir comment on va préciser, puis on va planifier notre enseignement. Quand on arrive à la dernière, bien là, on a fait un choix de notre stratégie et là, on va la passer dans notre fameuse machine là, à planifier notre modalité de stratégie d'enseignement. Alors, si on choisit, par exemple, la classe inversée, on le passe dans la première section, mes élèves ont-ils besoin de moi fréquemment? Si je suis en classe inversée, ça ne devrait pas. Alors, je vais aller vers le non et là, je vais me rendre à est-ce que mes élèves ont besoin de rétroaction immédiate pour progresser? Je vais dire non. Je continue sur la ligne du non. Est-ce que mes élèves ont besoin de collaborer ou d'interagir pour accomplir la tâche? Bien oui, peut-être. Parce que même s'ils sont en classe inversée et sont en train de regarder des vidéos, bien, je pourrais les faire collaborer. Alors là, je descends vers le oui de la collaboration. Est-ce que cette collaboration-là ou l'interaction doit avoir lieu en temps réel? Bien là, dans mon intention d'enseignant, je me dis, ben non, c'est peut-être pas obligatoire. Alors, ça m'amène directement vers asynchrone autonome. Donc, je sais exactement que si j'utilise cette stratégie-là, bien, je vais pouvoir l'utiliser quand les élèves vont être en asynchrone autonome. Alors, ça, c'est un petit jeu à faire là, avec vos stratégies pour aller voir comment on peut les placer dans notre machine à modalité. On continue, Dominique? La prochaine, ça serait donc la rétroaction. La rétroaction, ouais. Ça a bien l'air d'être ça. La rétroaction. La rétroaction. La rétroaction, une des micro-formations normalement qui est supposée être en ligne, hein, Dominique, je pense que c'est à M6. Oui, on a non seulement on a l'infographie, bien sûr, mais on a aussi même la micro-formation que j'ai présentée succinctement. Oui, exactement. Donc, dans la rétroaction, c'est sûr qu'on va parler de ce que c'est que la rétroaction, pourquoi on fait de la rétroaction, comment ça se fait, quand est-ce qu'on fait ça, c'est pour qui on l'a fait, cette rétroaction-là, elle vient de qui aussi. Donc, à qui, là, c'est drôle de voir comment, oui, on l'a fait aux apprenants, mais aussi pour les enseignants, puis les autres intervenants, pour qu'ils puissent réguler leur stratégie. Puis de qui, je trouve ça intéressant aussi, des enseignants, des autres intervenants,
de l'apprenant lui-même, de ses pairs, d'une application ou d'un logiciel. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir des rétroactions automatisées. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'auditoire authentique. Ça, là, ce sont, par exemple, les élèves font un projet, ils s'en vont présenter ça au village, dans la petite salle communautaire. Et là, on a un auditoire qui est authentique, ce qui nous permet de pouvoir avoir une rétroaction des gens à qui on aura présenté, un peu comme on le fait avec vous autres aujourd'hui. Vous allez nous faire une rétroaction. Donc, on aura une rétroaction là, qui nous vient des gens de la formation. Dans nos rétroactions, on a voulu mettre l'emphase un peu sur les 3 types de rétroactions. Donc, de base, rétroaction instructive et d'entraînement qui nous amène vers la montagne pour avoir le plus d'impact à long terme. Mais c'est important d'utiliser les 3 sortes de rétroaction parce que des fois, on a besoin de donner une bonne réponse, un peu comme ce que vous avez fait tout à l'heure, là. Dans les activités qu'on vous a présentées, des fois, on vous donnait la bonne réponse. D'autres fois, on vous donnait un peu plus d'instructions. Alors, on vous donnait des stratégies de solution. Puis à la fin, bien, le dernier, la grosse rétroaction d'entraînement, elle permet, par exemple, de questionner les élèves pour qu'eux puissent mettre en place les stratégies. Alors, dans la micro-formation, vous allez retrouver aussi des activités en lien avec les 3 types de rétroaction. Puis, la dernière diapositive de celle-là, bien, ce sont les applications. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire de la rétroaction? Donc, application collaborative, on peut utiliser ces applications collaboratives-là pour, par exemple, en fonction de commentaires ou suggestions, possibilités avant, pendant et après le travail de l'apprenant. On peut créer des questionnaires. On peut aussi utiliser des outils d'annotation. On peut utiliser des grilles interactives. Ça, les enseignants habituellement connaissent très bien ça. Mais ce que moi, je veux attirer votre attention sur la captation vidéo puis la captation audio. Alors, si on a une rétroaction à faire à des élèves, puis qu'on veut que les élèves puissent y retourner, ils puissent ralentir la vitesse d'écoute ou de lecture, puis tout dépendant aussi de nos élèves. On a des élèves, par exemple, qui ont de la difficulté au niveau de la lecture. Ça va peut-être être plus difficile pour eux si on leur fait une rétroaction avec des outils d'annotation. Donc, ces captations vidéo et audio peuvent être vraiment, vraiment intéressantes. Dans un environnement d'apprentissage, ça, c'est sûr, hein? La gestion des travaux avec la rétroaction. Si on parle de Moodle, on peut avoir des notifications, des publications personnalisées envers nos élèves. Puis, c'est ce matin que je ne sais plus, ou hier. Non, c'était hier. Principe de jeu et de ludification. Donc, vraiment intéressant de pouvoir utiliser un parcours d'apprentissage personnalisé pour permettre aux élèves de faire des choix et d'avancer et en même temps de recevoir la rétroaction puis de savoir exactement quel chemin ils vont choisir dans leur parcours d'apprentissage. J'ai l'impression qu'on peut encore présenter assurément une autre infographie, quitte à s'en aller vers le rétroaction, stratégie d'enseignement. On est rendu à production de matériel pédagogique autoportant, j'ai l'impression. Oui, OK. On va aller vers ça. Ça aussi, c'est le fun. Puis elle aussi, là, elle est prête, mais on l'a vu passer tantôt quand Dominique vous a présenté les différentes formations qui sont disponibles là, sur Campus Récit. Donc, ça, c'est la 5. Alors, je suis... La 5, on recule. C'est OK. Alors, le matériel pédagogique autoportant, on a eu l'aide de 2 filles qui travaillent, je ne me souviens pas exactement, Christelle et j'ai oublié son petit nom, mais qui nous ont aidé beaucoup à créer celle-là parce qu'elles avaient toute la connaissance au niveau du matériel pédagogique autoportant. Ce qui est important là-dedans, c'est de savoir qu'on peut créer des animations, des capsules vidéo, audio, des capsules interactives, que le processus de conception qu'ils ont mis en place s'appelle intention, scénarisation, médiatisation, montage et distribution. On va passer à travers ce processus-là à l'intérieur de l'infographie, mais aussi à l'intérieur de la micro-formation. Alors, dans la production de matériel, on dit à quoi ça sert? Bien, à amorcer un contenu, donc éveiller la curiosité, à présenter, expliquer, modéliser ou résumer un concept, une notion, valider les apprentissages par une auto-évaluation, une rétroaction, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, résumer des notions, puis motiver et autonomiser nos apprenants. Donc, à ce moment-là, bien,
on les rend plus autonomes parce qu'ils peuvent faire des choix, on peut aussi différencier notre pédagogie. Puis, ça devient vraiment intéressant pour les apprenants de pouvoir là, utiliser du matériel autoportant. On a choisi de faire 3 types de capsules pédagogiques. Des capsules vidéo, des capsules audio et des capsules qu'on appelle visuelles. Dans le fond, visuel, là, c'est tout ce qui est illustration, croquis-notes, organisateur graphique, cartes interactives, les hyperdocs, hyperdocuments, toutes les sortes de présentations que vous faites déjà, bien, vous en avez déjà du matériel autoportant qui peut être disponibilisé aux élèves en asynchrone, par exemple. Oui, puis sans parler, je vois ça. Moi, j'ai à côté là, la discussion qui apparaît sans parler de bien des créations HTML, CSS. Oui, c'est ça. On n'a pas mis tout ce qu'il y avait à mettre, mais vous allez voir que les gens peuvent quand même faire des choix appropriés. Alors ici, dans notre processus de conception, on vous montre comment faire les 5 étapes. On vous présente des types de scénarisation avec des exemples vraiment intéressants. Puis de l'interactivité, on en a parlé tout à l'heure, mais dans l'interactivité, on a des exemples. Ici, vous allez voir là, que ça ressemble pas mal à des choses qu'on retrouve dans Moodle pour ceux qui connaissent Moodle. Donc, on a le H5P qui nous permet, par exemple, de glisser, déposer, de glisser des mots, de trouver des hotspots ou des images, d'avoir un petit hotspot sur une image, juxtaposer, partager des images, ordonner des séquences, faire une ligne du temps. Alors, on en a mis plusieurs. C'est sûr qu'on pourrait tout bonifier ça. Tant mieux s'il y a des gens qui veulent nous aider à bonifier. C'est toujours, nos infographies puis nos micro-formations, là, présentement, sont toujours en développement. Donc, on fait des ajustements, puis c'est normal qu'on puisse ajouter des choses parce qu'avec le temps, c'est sûr qu'il va y avoir encore des nouveautés. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une autre, Dominique, ou pas vraiment? Il restait une dernière Oui, il m'en restait une, page. c'est vrai. La dernière, mais non la moindre. Alors, ça prend les caractéristiques du matériel autoportant efficace. Là. Il y a une chose qui est la plus importante, c'est vraiment de segmenter. Alors, une vidéo là, qui dure 15 minutes, là, c'est un petit peu long. Alors, il faut vraiment segmenter en plus petits morceaux possibles. On appelle ça des granules. Alors, on granularise notre matériel. Alors, nous, les informations qu'on veut donner aux apprenants. Alors, on va segmenter ça sur le plan du contenu, puis segmenter l'information à l'écran aussi, parce que c'est important que ça soit court et précis. Tantôt, dans la discussion, on a vu passer que nos micro-formations, c'était court, c'était facile, c'était lisible, c'était, hein, on voyait tout de suite ce qu'on avait à faire, c'était pas compliqué. Alors, on a vraiment utilisé toutes ces caractéristiques-là du matériel autoportant pour essayer de vous faire quelque chose qui va avoir vraiment de l'allure. Alors, on a utilisé nos micro-formations et nos infographies pour faire ce qu'on avait à développer pour vous. Alors, on dit aussi que le matériel est utilisable dans un ENA, on en a parlé tantôt, être accessible, être multiplateforme. Des fois, pour l'enseignant, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est sûr qu'on peut demander de l'aide de nos animateurs ici pour aller voir si ce qu'on fait est possiblement et facilement partageable auprès de nos apprenants. Alors, j'ai fait un peu le tour. Moi, j'ai le goût de faire 2 liens, Marie-Pierre, avec ce que tu viens de nous présenter. Vas-y. Entre autres, la segmentation, c'est très important de morceler et tout. Puis, je reviens rapidement sur ça. Les activités H5P, de loin, la plus populaire utilisée par les nombreux enseignants en classe, en tout cas, puis en FAD, à mon avis, c'est la fameuse vidéo interactive. C'est souvent ce qui nous amène vers les H5P. Puis, c'est un bel exemple qui a un lien avec la segmentation parce que pourquoi un enseignant va prendre un clip vidéo, par exemple, qui dure 5-10 minutes puis qu'il trouve un peu long pour ses apprenants, puis qu'il va utiliser H5P, c'est parce qu'il va le couper en plusieurs petits morceaux, puis il va interrompre la trop longue présentation par plusieurs petits morceaux où est-ce que je vais tout de suite valider un peu ou aider l'élève à ancrer des apprentissages. Fait que là, ton vidéo de 15 minutes, ça finit par être quand même une ressource intéressante parce que c'est plutôt 3-4 vidéos de 2-3-4 minutes. Oui, exactement. Puis nous, on a essayé beaucoup de faire ça.
Ouais, pour cette Vas-y, micro-formation-là, j'allais oui. dire, on a beaucoup centré nos efforts là-dessus pour nos micro-formations, autant que nos infographies. Souvent, Étienne nous disait que notre matériel, c'est un petit peu comme des croustilles pédagogiques, dans le sens où, tu sais, on prend bien soin de garder la motivation puis l'engagement de l'apprenant en ne lui montrant pas trop. On est très honnête, on dit dès le départ, il y a tant de minutes de ci, tant de minutes de ça, mais on a beaucoup coupé pour que ça soit bon, à la fois épuré, mais à la fois que ça n'a jamais l'air d'une trop grosse montagne, puis qu'on y va bouchée par bouchée, comme des croustilles dans un sac de chips qu'on finit par tout manger de toute façon. Puis là, on a le choix, il reste 14 minutes. On a le choix entre présenter une autre infographie ou bien ouvrir les micros, faire comme run. Puis, Je pense qu'on n'avait pas un petit suivi après la présentation des infographies. Dominique. En fait, on a à la fin de chacune des infographies que vous pourrez consulter là, dans le diaporama. Là, je défile rapidement jusqu'à la fin. Puis c'est pour ça on avait prévu qu'on n'aurait pas le temps de présenter toutes les infographies, mais vous les avez en référence. Puis ben, après ça, on arrivait à la question qui a été posée une fois ou deux dans le clavardage. Où peut-on retrouver ça très facilement, outre dans notre diaporama? Dominique, on voit ton clap en avant. Alors, est-ce que... Oui, ça serait bien le fun de voir qu'est-ce que moi je vois aussi. Ça serait bien le fun de voir ce que tu dis. On peut arranger ça. Tiens, toi. Étienne, tu veux nous dire où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Oui. Donc, si vous allez sur le site recifad.ca, vous allez trouver les infographies en cliquant sur l'onglet « Nos ressources » en haut. Vous descendez « Microformation », 13 microformation, infographie, et vous allez arriver directement sur la page où les infographies sont téléchargées. On a encore le clap de Dominique. Ah non, je sais, parce que je veux y aller pour de vrai. Moi, je ne le crée pas. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on peut voir ça? Fait qu'on va aller voir nos ressources 13. Fait que c'est ici en permanence sur le web que vous avez les microformations et ou les infographies, en plus d'avoir la présentation, le diaporama qu'on a utilisé cet après-midi. Donc, elles sont disponibles, elles sont faites pour être partagées. Elles sont disponibles sous licence Creative Commons. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si vous les trouvez pertinentes. Moi, je pense que les gens qui viennent de l'extérieur du Québec puis que pour l'instant, ils n'ont pas accès aux microformations avec Campus Récit, bien, vous pouvez facilement utiliser les infographies. Là. On les a fait pour qu'elles puissent être utilisées par elles-mêmes. Il n'y a pas d'ordre. On peut les utiliser comme on veut selon les besoins, soit des enseignants, si on est conseiller pédagogique, ou de notre propre besoin, par exemple, comme enseignant ou comme conseiller pédagogique. Si vous voulez nous joindre, donc info.recifad@reci.qc.ca. Donc, vous pouvez nous rejoindre là. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. On est un peu moins actifs ces temps-ci, mais on publie quand même de temps en temps. Le site recifad.ca va contenir tous nos renseignements. Et tous les jours, de 8h à 4h, on a quelqu'un qui est disponible live pour répondre à vos questions en IJAT sur la plateforme Whereby. Donc, vous allez trouver les informations sur le site Récit. Donc, on serait prêt à prendre vos questions, je crois, présentement. Oui. Puis là, ça va être le bout le plus intéressant, le bout où est-ce qu'on va échanger au sujet de nos stratégies pour présenter ces concepts-là de façon succincte, mais de rejoindre un plus grand nombre d'apprenants possible. Puis, tu sais, nos apprenants, là, nous, c'est des enseignants. Là. Oui. Donc, on va regarder ça ensemble. Merci à vous quatre pour ce bel atelier super enrichissant. Il s'est dit vraiment, vraiment des belles choses dans la conversation. Je sais que Étienne était aux aguets pour répondre aux questions en temps réel. Merci, Étienne, pour ça. Donc, ce que je vais vous proposer pour les prochaines minutes là, aux participants, si vous voulez lever votre main pour vous exprimer de façon orale, là, ça serait une bonne chose. Sinon, vous pouvez également continuer à utiliser le chat pour vos questions, commentaires, suggestions. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir regarder ça ici, les 5 ensemble. Mais surtout, là, on ne se gêne pas. Il nous reste encore de belles minutes pour ça. On a 2 personnes qui ont levé la main pour l'instant. On va y aller avec M. Loisel. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça sera suivi de Christelle par la suite.
Oui, en fait, je vais tremper un peu dans le technique, puisque dans le chat, j'étais pas mal technique avec vous, mais super intéressant, super belle présentation. J'imagine que le choix d'H5P était basé parce que le récit, évidemment, veut donner le pouvoir aux enseignants de pouvoir faire leur création. Donc, à ce moment-là, c'est un peu comme Moodle, là, c'est-à-dire on va aller vers l'open source, on va aller vers des possibilités facilement accessibles. Exactement. Parfait. OK, c'est parce que j'avais travaillé avec Michel Lacasse il y a quelques années, oui. puis on trempait dans le Captivate à cette époque-là, dans les simulations logicielles, mais chaque outil a vraiment ses avantages. Puis H5P, je vous ai fait un clin d'œil, là, la visite 360 virtuelle Oui. avec une petite caméra, c'est super le fun. En tout cas, c'est bien moins compliqué que dans Captivate et d'autres outils auteurs. Merci beaucoup, M. Loisel. Christelle, tu peux ouvrir ton micro. Oui. J'ai deux petites questions. Je vais voir si vous êtes d'accord avec les réponses que j'ai reçues. Ma première question était les vidéos, lorsqu'on fait de la classe inversée, par exemple, ou lorsqu'on granule. La granulalité, je ne sais pas trop l'expression que vous avez utilisée, là, qu'on met en petites séquences, c'est quoi le maximum de minutes qu'on devrait respecter? Ah, ça, c'est la grosse question, mais je vous dirais là, que plus les apprenants sont jeunes, j'ai dit élèves tantôt, j'ai vu passer ça, mais bon, plus les apprenants sont jeunes, plus ça doit être de courte durée. Des apprenants un peu plus vieux, ça peut être un peu plus long. Puis comme on le disait tout à l'heure, bien, en utilisant justement l'outil dans H5P qui nous permet de diviser la vidéo en séquences, bien là, à ce moment-là, on peut mettre un peu plus long. Mais j'ai vu des enseignantes faire des vidéos de 8 minutes, puis elle m'a dit que ses élèves ils trouvaient ça bien correct. Mais bon, on essaie quand même là, de rendre ça le plus court possible. Alors, je vous dirais peut-être 2-3 minutes au gros maximum, là. Moi, je vous donnerais comme exemple, il y a des journalistes qui réussissent à rendre des sujets très, très complexes intelligibles en moins de 2 minutes, parce que c'est le temps qu'ils ont pour faire un reportage. Je me baserai là-dessus pour un temps de vidéo. Parfait. Exactement. Ma deuxième question était les infographies. Est-il possible de cliquer sur un lien de téléchargement pour toutes les télécharger au lieu de télécharger 13 fois 13 On documents? pourrait le faire, oui. On pourrait le mettre à la disponibilité, oui. Merci pour la suggestion. Ah, on va ajouter ça sur la même page où vous trouvez l'ensemble, un lien pour accélérer votre processus de magasinage. Merci. Excellent. Très bien. On avait une autre suggestion dans le chat de Maryse qui suggère de reprendre la licence et l'auteur sur chacune des pages, car certaines pages pourraient être utilisées de manière autonome. Exactement. Même dans la formation, on demande aux participants de créer sa propre infographie. Donc, c'est sûr que rendu là, la personne va pouvoir utiliser les pages qui l'intéressent dans les infographies qui ont de 2 à 5 pages, tout dépendant de la micro-formation.